Ce soir-là, je n'ai pas haussé le ton. Je ne me suis pas disputée. Je n'ai même pas bougé. J'ai regardé ma fille de 6 ans, Léa, se recroqueviller sur sa chaise pendant que ma sœur Audrey riait de l'appareil fixé à son oreille, tandis que mon père balayait cela d'une simple boutade. Les fourchettes tintaient contre la porcelaine. Les sourires restaient figés. Je suis restée silencieuse. Mon mari, Julien, ne l'est pas resté. Il s'est levé, a marché vers la porte d'entrée et l'a ouverte sans dire un mot. Juste une limite posée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dès le lendemain matin, ce silence allait tout changer. Je m'appelle Clara. J'ai 36 ans, je suis mère, épouse, et quelqu'un que ma famille n'a jamais vraiment su où placer. J'ai toujours été la discrète, la fiable, celle qui arrive en avance, part en retard et ne demande jamais rien en retour. Si vous me croisiez dans les rues de Lyon, vous ne devineriez pas grand-chose. Des vêtements simples, aucun bijou de valeur notable, un visage calme que les gens prennent souvent pour de la douceur. Je les laisse faire. Ce soir-là, nous recevions à dîner chez nous. Rien de spécial, juste une longue table, des plats que j'avais cuisinés depuis le début de l'après-midi et le ronronnement sourd de la hotte au-dessus de la cuisinière qui ne s'éteint jamais tout à fait. Ma fille Léa était assise à côté de moi, balançant ses jambes sous la chaise, ses doigts effleurant le petit appareil auditif niché derrière son oreille. Elle ne le portait que depuis quelques semaines. Chaque matin avant l'école, elle se tenait devant le miroir en penchant la tête, me demandant si ça avait l'air bizarre aujourd'hui. Et chaque matin, je lui disais la vérité, que cela lui ressemblait simplement. Léa a 6 ans, elle est curieuse et douce. Elle entend le monde un peu différemment maintenant et elle apprend à lui faire de nouveau confiance. Nous avions pratiqué les sons à la table de la cuisine, le clic d'un stylo, le minuteur du four, ma voix quand je murmurais son nom. Ce soir-là, elle était fière. Elle voulait que tout le monde voie à quel point elle était courageuse. Ma sœur Audrey est arrivée en retard, comme d'habitude. Rire bruyant, regard acéré. Elle a balayé la pièce du regard comme certaines personnes vérifient les étiquettes de prix, mesurant, jugeant. Mes parents ont suivi son mouvement, s'installant à leur place comme si tout cela était un territoire conquis. Confortable, prévisible. Mon frère Benoît a à peine levé les yeux de son téléphone. Au début, la conversation est restée prudente. Le travail, les bouchons sur la 7, les prochaines vacances de l'un ou de l'autre. Léa se penchait vers moi et chuchotait lorsqu'elle entendait son nom à l'autre bout de la table, son visage s'illuminant chaque fois qu'elle saisissait un mot par elle-même. Puis Audrey a remarqué l'appareil. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas baissé la voix. Elle a pointé du doigt, a penché la tête et a souri de cette façon qui me noue toujours l'estomac. La table s'est tue pendant une seconde. Pas le genre de silence gênant, plutôt celui de l'attente. J'ai répondu avant que quelqu'un d'autre ne puisse le faire. Calme, mesuré. J'ai expliqué ce que c'était, pourquoi Léa en avait besoin, à quel point elle s'en sortait bien. J'ai gardé ma voix stable parce que je croyais bêtement que la clarté suffirait. Le sourire de ma mère s'est crispé. Mon père s'est adossé à sa chaise. Léa a arrêté de balancer ses jambes. J'ai senti quelque chose basculer dans la pièce. Rien de fort, rien de soudain. Juste un changement subtil, comme la pression atmosphérique qui chute avant une tempête que l'on ne voit pas encore venir. Et pourtant, je suis restée assise. J'essayais encore de maintenir l'équilibre de l'instant. Je ne réalisais pas alors que c'était la dernière minute normale que nous allions vivre. Audrey n'a pas ri tout de suite. Elle s'est d'abord penchée en avant en plissant les yeux comme si elle essayait de comprendre une énigme qu'elle ne respectait pas. Son doigt flottait dans l'air, ne pointant pas tout à fait mais assez près pour me serrer la poitrine. Elle a dit que c'était donc ça, qu'elle pensait que c'était une sorte de gadget électronique. J'ai senti l'épaule de Léa se presser contre mon bras. Son corps est devenu immobile. Le genre d'immobilité qui n'est pas du calme, mais de la prudence. J'ai expliqué de nouveau, plus lentement cette fois. Ce que l'appareil faisait, comment il aidait Léa à entendre certaines fréquences, comment ce n'était pas une phase ou quelque chose qu'elle allait simplement dépasser avec l'âge. J'ai choisi mes mots comme je le faisais toujours avec ma famille, en élaguant tout ce qui pourrait paraître émotionnel.
Des faits uniquement. Des bornettes, aucune place pour l'incompréhension. Audrey a souri et a secoué la tête. Elle a dit qu'elle était si petite, que cela lui semblait juste triste, et elle m'a demandé si je ne trouvais pas cela triste aussi. Le mot est resté suspendu, triste. Ma mère a attrapé son verre d'eau, a pris une gorgée et l'a reposé avec trop de précaution. Elle a ajouté que les gens remarquaient ces choses-là et que les enfants pouvaient être cruels, sans même regarder Léa. Je voulais lui demander qui exactement elle pensait être cruelle à ce moment précis. Au lieu de cela, j'ai inspiré par le nez et j'ai compté silencieusement comme j'avais appris à le faire des années auparavant. Mon père a eu un petit rire. Pas chaleureux, pas méchant non plus. Juste méprisant. Il a dit d'arrêter, que personne ne l'attaquait et qu'il ne faisait que discuter. Audrey a levé son verre en disant qu'elle était tout à fait d'accord et que c'était juste une conversation. Les doigts de Léa sont montés vers son oreille. Elle a touché l'appareil, puis a laissé retomber sa main comme si elle avait été surprise à faire quelque chose de mal. J'ai repris la parole. Ma voix ne tremblait pas, mais elle me semblait plus ténue maintenant. J'ai dit qu'elle comprenait plus de choses qu'il ne le pensait. C'est à ce moment-là que mon père a poussé un long soupir exagéré, comme si je rendais la soirée difficile exprès. Il a agité sa main, paume vers le haut. Il m'a dit, « Clara, tu prends ça beaucoup trop personnellement, c'est une plaisanterie, tu devrais te détendre un peu. » Le mot plaisanterie a frappé plus fort que tout ce qu'Audrey avait pu dire, parce que les plaisanteries ne poussent pas un enfant à baisser les yeux vers son assiette et à arrêter de manger, parce que les plaisanteries ne font pas paraître la pièce plus petite. Ma mère a hoché la tête, soulagée. Elle a ajouté qu'il avait raison, que personne ne pensait à mal, mais que peut-être qu'à l'avenir je pourrais chercher quelque chose de moins voyant, juste pour rendre les choses plus faciles. Plus facile pour qui ? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. J'ai senti la pression familière dans ma poitrine, le vieil instinct d'arrondir les angles, de protéger tout le monde de l'inconfort. Je l'avais fait toute ma vie, me faisant toute petite pour que la pièce reste calme. De l'autre côté de la table, les yeux de Léa étaient brillants. Elle ne pleurait pas. Elle essayait de ne pas le faire. Elle s'est penchée vers moi et a chuchoté si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Elle m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. C'est à cet instant précis que tout en moi a cessé de négocier. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé ma main sur la sienne, chaude et stable, même si mon pouls résonnait fort dans mes oreilles. J'ai regardé autour de la table, l'expression impatiente de ma sœur, les visages pleins d'attente de mes parents, espérant que j'en rie, que je coopère. J'ai réalisé alors que si je parlais, rien ne changerait, alors je suis restée silencieuse. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose basculer, non pas en eux, mais en moi. Le silence n'a pas duré longtemps. Julien a repoussé sa chaise, pas brusquement, juste assez pour que les pieds grincent doucement sur le parquet. Ce son a transpercé la pièce mieux que n'importe quel cri. Il s'est levé, a ajusté ses manches et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Pas de discours, pas d'avertissement. Il l'a ouverte et s'est tenu sur le côté. Au début, personne n'a bougé. Mon père a ri, incertain, comme s'il s'agissait d'une pause étrange dans une pièce de théâtre qu'il ne comprenait pas. Audrey a levé les yeux au ciel et a marmonné quelque chose entre ses dents. Ma mère a serré sa serviette plus fort, la confusion se lisant sur son visage. Julien ne les regardait pas. Il gardait les yeux fixés sur l'embrasure de la porte. « Sortez », a-t-il dit calmement. Juste un mot, calme, final. C'est là que l'ambiance a volé en éclats. Audrey s'est levée, la voix aiguë, offensée. Mes parents ont suivi, parlant tous en même temps, insistant sur le fait que c'était dramatique, inutile, embarrassant. Quelqu'un a prononcé le mot famille comme s'il s'agissait d'un bouclier, comme si cela excusait tout ce qui venait de se passer. Julien est resté là où il était. Ils sont passés devant moi sans croiser mon regard. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la maison est devenue silencieuse. Pas une ambiance tendue, mais vide. Le genre de calme que l'on a mérité. Le souffle de Léa s'est saccadé. Je l'ai prise sur mes genoux, j'ai senti son petit corps se recroqueviller contre moi comme si elle s'attendait à ce que quelque chose d'autre tourne mal. Elle m'a demandé s'ils étaient fâchés contre elle.
Non, ai-je dit immédiatement. Ma voix m'a surprise. Elle était plus ferme que ce que je ressentais. J'ai dit qu'ils avaient tort. Elle a hoché la tête comme si elle voulait me croire. Plus tard cette nuit-là, après que Julien a bordé Léa et attendu que sa respiration devienne régulière, je suis descendue seule. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise au bureau dans le coin du salon, celui que j'utilise habituellement pour payer les factures quand tout le monde dort. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait de façon familière et banale. Un simple tableur, des lignes et des colonnes que j'avais construites au fil des ans. Rien de dramatique au premier coup d'œil, juste des chiffres, des dates, des notes que j'avais écrites pour moi-même et que je n'attendais pas que quelqu'un d'autre voie. Paiement des frais de scolarité, facture médicale, virement mensuel, tout cela discret, tout cela régulier. J'ai fait défiler l'écran lentement. Je me suis souvenu de la première fois où j'avais ajouté une ligne, une petite. Juste une aide, m'étais-je dit, temporaire. Puis une autre, et encore une autre. C'était devenu une routine, comme respirer. Quelque chose que je faisais sans y penser parce que je le pouvais. Je ne leur avais pas dit, non pas parce que je me cachais, mais parce que je ne voulais pas que cela ait de l'importance. J'ai cliqué sur mon portail bancaire. Le curseur clignotait, en attente. Je ne ressentais pas de colère. Je ne me sentais pas vindicative. Je me sentais lucide. J'ai commencé à annuler les paiements un par un. Pas de drame, pas de messages joints, juste des confirmations apparaissant silencieusement sur l'écran. Chaque clic ressemblait au desserrage d'un nœud que je portais depuis des années. Quand j'ai refermé l'ordinateur, la maison était toujours calme. À l'étage, Léa dormait paisiblement, son appareil auditif posé sur la table de nuit à côté de son livre préféré. Au matin, le silence irait bien au-delà de ses murs et il finirait par remarquer. Le premier appel est arrivé juste avant 7 heures. J'étais dans la cuisine, pieds nus sur le carrelage froid, versant des céréales dans un bol pendant que Léa était assise au comptoir en fredonnant doucement. Elle aimait faire ça maintenant, tester les sons, jouer avec eux, les étirer pour voir comment ils résonnaient dans l'air. Mon téléphone a vibré sur le plan de travail. Je ne l'ai pas regardé. Un deuxième appel a suivi, puis un troisième. Julien m'a jeté un regard par-dessus sa tasse de café. J'ai secoué la tête légèrement. Pas encore. Léa a penché la tête. Elle m'a demandé si c'était bruyant. Non, ai-je répondu, ça peut attendre. Au moment où je l'ai accompagnée à la porte et que je l'ai regardée monter dans le bus scolaire, mon téléphone avait cessé de vibrer pour commencer à s'allumer sans cesse. Appel manqué, messages s'empilant les uns sur les autres. Le genre d'urgence que les gens n'ont que lorsque quelque chose sur lequel ils comptent disparaît soudainement. Je suis rentrée lentement. Quand je suis revenue dans la maison, le calme me semblait différent de celui de la veille. Plus lourd, chargé, comme l'air avant qu'un orage n'éclate enfin. Je me suis assise au bureau et j'ai pris mon téléphone. Le premier message venait de ma mère. Elle disait qu'il devait y avoir une erreur, que l'école avait appelé et que le paiement n'était pas passé. J'ai répondu calmement qu'il n'y avait pas d'erreur. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Puis Audrey a appelé. J'ai répondu. Elle a demandé ce que j'avais fait, sans un bonjour, sans une hésitation. J'ai dit que j'avais arrêté les paiements. Quel paiement, a-t-elle demandé, sa voix tremblant juste assez pour me dire qu'elle savait déjà. J'ai précisé qu'il s'agissait de ce que je faisais depuis des années. Il y a eu une pause. Une longue pause. Elle a dit que ce n'était pas drôle, que l'école prétendait qu'il devait une somme énorme. J'ai répondu que j'en étais certaine. Elle a ri sèchement, affirmant que je ne pouvais pas faire un coup pareil, que l'éducation de Manon et Lucas n'était pas un jeu. Je me suis adossée à ma chaise en regardant par la fenêtre. La rue à l'extérieur était calme, ordinaire. J'ai dit que ce n'était pas un jeu, mais une responsabilité qui lui incombait à elle et à son mari. Sa respiration est devenue rapide. Elle a dit que je ne disais rien de sensé. Alors, j'ai arrêté de ménager ses sentiments. Les frais de scolarité, ceux qui couvraient les 2 enfants, venaient de moi. Silence.
J'ai poursuivi en expliquant que j'avais mis cela en place il y a des années, que je ne l'avais pas annoncé, que je n'avais pas mis mon nom sur les documents, que j'avais juste veillé à ce que les factures soient payées. Elle a fini par dire, d'un ton plat et certain, que je n'avais pas ce genre d'argent. J'ai presque souri. J'ai dit que je travaillais dans la technologie médicale, que c'était tout ce qu'elle avait jamais eu besoin de savoir, mais que ce que je faisais réellement payait bien. Sa voix a baissé d'un ton pour demander à quel point. Assez bien pour payer une école privée, apparemment, ai-je répondu. Elle a murmuré mon nom comme si elle essayait de reprendre pied, disant que c'était de la folie, que la veille n'était qu'une blague et que j'exagérais les proportions. Une blague, ai-je répété. Celle qui a poussé ma fille à toucher son oreille comme si c'était quelque chose de honteux. Elle a bafouillé que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. J'ai répondu que je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, mais que je savais ce qui s'était passé. Elle a commencé à parler très vite alors, s'excusant sans dire pardon, expliquant sans prendre ses responsabilités, promettant qu'elle parlerait aux enfants, qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était stressée, que ce n'était pas juste de les punir eux. J'ai dit que je ne les punissais pas, mais que je me retirais. J'ai mis fin à l'appel. Mon père a appelé ensuite. Il n'a pas crié, ce qui m'a surprise. Il a demandé ce qui se passait, sa voix serrée, disant que ma mère était bouleversée, que le cercle privé avait appelé, tout comme le secrétariat du cabinet de son médecin. Oui, ai-je dit, j'ai tout annulé. Il a ri avec incrédulité, demandant si c'était vraiment tout, l'adhésion au club, les dépassements d'honoraires médicaux, le soutien que je donnais à mon frère, tout. Il y a eu un non-silence. Il a fini par demander pourquoi je faisais cela pour quelque chose de si insignifiant. J'ai fermé les yeux. Insignifiant, ai-je répété. Ma fille m'a demandé si elle était cassée. Il a expiré bruyamment, disant que j'étais trop émotive. Non, j'ai dit, je suis lucide. Il a affirmé que je ne leur avais jamais dit que je payais pour ces choses, et a demandé comment ils étaient censés le savoir. J'ai répondu que c'était précisément le fond du problème, qu'ils ne savaient pas, ne demandaient pas et ne se posaient aucune question. Il a tenté une autre approche, invoquant le fait que nous étions une famille. Famille, le mot sonnait creux maintenant. Une famille ne se moque pas d'un enfant, ai-je dit. Une famille ne suggère pas de cacher un équipement médical pour protéger les apparences. Une famille ne profite pas discrètement d'une personne pour ensuite la rabaisser. Il s'est tu. J'ai continué en disant que je couvrais environ la même somme chaque mois depuis des années, que j'avais gardé une trace de tout, car je garde toujours une trace. Il a dit que je n'avais pas besoin de faire ça, sa voix changeant, devenant plus douce, plus prudente, proposant que nous discutions. Nous avons discuté, ai-je dit, hier soir, et tu m'as dit de me détendre. Ma mère a pris le téléphone, sa voix se brisant déjà, disant qu'il ne le pensait pas comme ça. J'ai demandé doucement comment il le pensait alors. Elle n'a pas répondu. J'ai précisé que je n'avais pas arrêté de les soutenir parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose, qu'ils ne me respectaient pas, mais qu'ils respectaient ce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas faire. Elle a pleuré alors, de vraies larmes, disant qu'ils aimaient Léa. L'amour n'est pas ce que l'on dit, ai-je répondu, c'est ce que l'on fait sur le moment. J'ai coupé l'appel avant qu'elle ne puisse demander ce que je savais qu'elle allait demander. Mon frère a appelé en dernier. Il avait l'air paniqué. Il a dit que son compte était à découvert, que son virement n'était pas passé et qu'il avait besoin de savoir ce qui arrivait. J'ai dit que j'avais arrêté d'effectuer les paiements. Quel paiement, a-t-il demandé, confus. Ceux qui couvraient le prêt pour ton entreprise. C'est impossible, a-t-il dit rapidement, je n'ai jamais pris de prêt chez toi. J'ai répondu qu'il en avait pris un à la banque, mais que c'était moi qui versais les mensualités. Sa voix est descendue d'un ton pour demander depuis combien de temps. Des années, ai-je dit. Oh mon Dieu, a-t-il soufflé. Il a commencé à expliquer immédiatement qu'il pensait que la banque avait ajusté quelque chose, qu'il supposait que tout allait bien, qu'il ne s'était jamais posé de questions. J'ai dit qu'il n'avait tout simplement rien remarqué. Il s'est excusé encore et encore, a promis de s'arranger, de parler à Audrey, à nos parents. J'ai dit que je ne faisais pas cela pour lui donner une leçon, mais parce que j'en avais fini d'être invisible. Quand les appels ont enfin cessé,
la maison était de nouveau calme, mais cette fois, elle ne semblait pas vide. Elle semblait équilibrée. Cet après-midi-là, je suis allée chercher Léa à l'école. Elle a couru vers moi en souriant, me racontant un son qu'elle avait entendu pendant l'heure de lecture, une cloche qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Je lui ai demandé si elle l'avait entendue toute seule, et elle a hoché la tête fièrement. Ce soir-là, je l'ai bordée dans son lit. Elle m'a regardé attentivement comme le font les enfants lorsqu'ils décident s'ils doivent poser une question importante. Elle m'a demandé s'ils étaient toujours fâchés. J'ai repoussé ses cheveux. J'ai dit qu'ils géraient leurs propres sentiments. Elle a réfléchi à cela et a ajouté qu'elle pensait qu'elle n'aimait pas leurs plaisanteries. J'ai souri doucement en lui disant qu'elle n'était pas obligée de les aimer. Après qu'elle se fut endormie, je suis restée sur le pas de la porte pendant un long moment. Les jours suivants furent exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Les conséquences arrivant sans prévenir, les ajustements obligatoires, la colère se transformant en réalité. Personne ne m'a demandé de rétablir les paiements. Ils avaient enfin compris que le silence qu'ils considéraient comme acquis avait tout soutenu, et qu'une fois disparu, il n'y avait plus de faux-semblants possibles. Les retombées ne sont pas arrivées d'un coup. Elles se sont manifestées par de petites nouvelles, des informations indirectes et des changements que personne n'annonçait tout haut. Audrey a retiré ses enfants de l'école privée. Je l'ai appris par ma mère qui l'a mentionné prudemment, comme si elle testait si le sol était encore solide. De nouvelles routines, des trajets plus longs, moins de place pour les extras. Elle ne s'est pas plainte, pas à moi. Mes parents ont annulé des adhésions qu'ils possédaient depuis des décennies. Ma mère a changé de médecin pour un cabinet conventionné. Mon père a vendu sa grosse berline allemande pour acheter quelque chose de pratique, d'ordinaire. Le genre d'ajustement que je faisais dans ma propre vie depuis longtemps sans que personne ne le remarque. Mon frère a pris un emploi qu'il aurait autrefois jugé indigne de lui. Il a cessé de parler de potentiel pour parler de stabilité. Personne ne m'a demandé de l'aide. C'était cela qui comptait. J'ai redirigé l'argent discrètement, de la même manière que j'avais toujours fait les choses. Vers des programmes qui aident les enfants comme Léa à accéder plutôt à un soutien auditif. Vers des familles qui n'avaient pas le luxe de prétendre que les besoins médicaux étaient optionnels. Cela semblait juste, net. À la maison, le changement a été plus doux. Léa a arrêté de demander si son appareil auditif avait l'air étrange. Un après-midi, elle m'a raconté qu'un camarade de classe trouvait ça plutôt cool et voulait savoir comment ça marchait. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si ce n'était pas quelque chose qu'elle s'était forcée à croire. Je l'ai laissé faire son propre chemin. La discussion de groupe familial est devenue silencieuse. Pas de photos, pas de nouvelles, juste de l'espace. Et dans cet espace, j'ai senti quelque chose s'apaiser. Pas un sentiment de triomphe, mais du soulagement. Une semaine plus tard, Léa a ramené un dessin à la maison. 3 silhouettes, moi, Julien, elle. Pas d'explication, pas d'hésitation. Elle a dit que c'était sa famille. J'ai compris alors que les limites ne brisent pas les familles, elles les révèlent. L'appareil auditif de Léa n'est plus quelque chose que nous cachons. C'est une partie de la façon dont elle va à la rencontre du monde, confiante, sans excuse. Cette histoire est un rappel puissant que le respect n'est jamais acquis, même au sein de la famille, et que la générosité ne doit jamais être une excuse pour subir des humiliations. Clara a porté le poids financier et émotionnel de ses proches pendant des années dans l'ombre, mais c'est l'attaque contre la dignité de sa fille qui a servi de déclencheur. En France, où la famille occupe une place centrale, il est parfois difficile de poser des limites fermes, surtout quand on est perçu comme le pilier silencieux. La leçon ici est claire, le silence peut être une forme de soutien, mais il peut aussi devenir une prison si ceux qui en bénéficient oublient la valeur de la personne qui l'offre. En coupant les vivres, Clara n'a pas seulement protégé son compte en banque, elle a forcé ses proches à se regarder dans le miroir et à assumer leurs propres responsabilités. C'est un acte de courage parental qui montre que protéger son enfant commence parfois par dire non à ce que l'on aime. Avez-vous déjà dû couper les ponts ou imposer une limite stricte à des membres de votre famille pour protéger vos enfants ou votre propre dignité? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un dans la même situation.